Rien n'est donné aux filles du peuple comme moi, enfant d'une couturière et d'un électricien. Je suis la première femme maire de Paris. Merci Paris! Et ben voilà, c'est parti. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Il n'y a pas d'homme providentiel, non. En France, il y a un peuple. Mon adversaire, c'est l'injustice. Allons-nous laisser notre France et son message universel de liberté, de progrès, sombrer dans les affres d'un libéralisme toujours plus violent? Jamais! Vive la République et vive la France! Et on accueille tout de suite dans Élysée 2022 Anne Hidalgo. Attention, attention, on l'apprend à chaque fois. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Vous êtes la candidate du Parti Socialiste pour cette présidentielle. Merci d'être avec nous. Comme tous les autres candidats, on a respecté les obligations de l'ARCOM d'équité de temps de parole. Avant d'accueillir Christophe Castaner, sachez que vous serez interrogé dans un instant par deux journalistes que vous nous présentez. Cher Laurent. Eh bien oui, Anne Hidalgo, il y a Monsieur Francis Letellier qui va vous interroger. Ils sont dissipés déjà, oui, regardez-les. Mais non, mais il travaille, il révise. Patrick Cohen est dissipé. Et Patrick Cohen qui est arrivé. Patrick, l'émission a commencé. Oui. Non, je ne suis pas dissipé, on se concerte. D'accord, très bien. Bonsoir. Voilà, Francis Letellier, pour parler des questions de mobilité notamment et de la vie dans la ville. Et puis avec Patrick Cohen, vous évoquerez les questions de société. Et puis nos téléspectateurs qui sont là, qui sont connectés, qui ont plein de questions à vous poser. Je peux me permettre de relayer une première question parce qu'ils sont très nombreux en fait, à poser une question toute simple. On a dit, quelle est la première question que vous pouvez poser à Madame Hidalgo? La question de Frédéric, 56 ans, qui habite en Seine-et-Marne. Pourquoi ne pas tenter l'union de la gauche en faveur du mieux placé dans les sondages? Il y a beaucoup de questions comme ça. Bien sûr, et je comprends. Je suis une femme de gauche. J'ai envie de voir la gauche revenir au pouvoir dans notre pays. Et je suis la candidate d'une gauche républicaine, européenne. J'ai tenté, d'ailleurs, cette union de la gauche. J'ai proposé en décembre dernier qu'il puisse y avoir un débat tranché par un vote, un vrai vote, avec les candidats qui souhaitaient pouvoir gouverner ensemble. Ça n'a pas été accepté. J'ai même proposé qu'il y ait des débats au sein de cette gauche. Je sais que votre chaîne, le service public, avait accepté de l'accueillir. Ça n'a pas été le cas. Donc je suis là et je veux porter un projet pour notre pays. Et en plus, après la présentation du projet par Emmanuel Macron cet après-midi, je pense qu'il y a vraiment une urgence. Alors pour vous allez le peuple dire à de Christophe gauche, Castaner. Oui, mais aussi à nos téléspectateurs pour leur dire pourquoi je suis candidate. Ce que j'ai entendu tout à l'heure est d'une violence sociale inouïe. D'une violence inouïe parce que c'est la destruction méthodique de ce qui fait la protection sociale dans notre pays et les valeurs de notre pays. On parlera des retraites. Vous allez le dire et vous allez débattre sur ça avec Christophe Castaner. Il y a une urgence à se rassembler à partir du vote, à donner une chance à la gauche qui veut gouverner, à la gauche qui peut aussi conduire ce pays comme elle a pu porter dans le passé des grandes réformes sociales et sociétales, mais nous y reviendrons. Mais c'est vrai que vous avez eu, pour prolonger la question du téléspectateur, vous avez eu des mots très durs ces derniers jours à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon, puisque à ce jour, c'est le favori des sondages, à gauche, l'accusant d'être complaisant, voire complice de Vladimir Poutine, de Bachar el-Assad également. Est-ce que vous n'avez pas été trop excessive dans vos critiques de Jean-Luc Mélenchon? Il y a une très grande différence entre cette gauche républicaine et européenne que j'incarne, que je représente, qui s'inscrit dans une grande tradition, une tradition française qui fait que si cette gauche n'avait pas existé, nous n'aurions pas la même République et la même protection sociale. Mais par exemple, sur les questions internationales, je ne peux pas accepter les positions de Jean-Luc Mélenchon, qui, oui, a eu de la complaisance avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, il suffit de regarder ses déclarations, y compris assez récentes sur le sujet. Je souhaite une Europe forte. Je considère que l'histoire de la France et l'histoire diplomatique de la France, ce n'est pas d'être non aligné, ça n'existe pas pour la France. On ne renvoie pas dos à dos les États-Unis, nos alliés, et la Russie. On doit, et je souhaite vraiment qu'il y ait une Europe plus forte qui passe
par sa puissance économique, mais aussi par l'Europe de la défense. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels nous ne retrouvons absolument pas, nous ne retrouvons pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est très important, il s'agit de l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas simplement de dire « je vote à gauche », peu importe le contenu des propositions. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels j'ai un certain nombre de désaccords, mais surtout, je porte cette vision d'une gauche républicaine, européenne, qui, si on veut que la gauche gouverne un jour à nouveau en France, passera par là, comme c'est le cas dans les pays européens qui aujourd'hui sont gouvernés par des gouvernements sociodémocrates en Espagne, au Portugal ou en Allemagne. Avant d'accueillir Christophe Castaner, juste une petite question. Depuis le début de la campagne, c'est difficile pour la gauche en général, pour vous en particulier. Est-ce qu'à un moment, ces dernières semaines, ces derniers jours, vous avez pensé à renoncer, à lâcher l'affaire en disant « je suis trop basse dans les sondages, ça ne va pas le faire ». Vous savez, je crois que ce qui est difficile, c'est surtout la vie des Françaises et des Français, les questions de pouvoir d'achat, la difficulté pour elles et pour eux. Moi, je suis une femme politique engagée. Je suis quelqu'un de très lucide. Et justement, cette lucidité m'amène à dire que je ne souhaite pas du tout le projet d'Emmanuel Macron pour la France, parce que ce projet-là risque de nous conduire dans le mur. Rien de ce que sont les grands défis écologiques, le grand défi social, les inégalités qui sont en train de miner notre pays, ou encore le défi démocratique que nous avons, rien de tout cela n'est porté par Emmanuel Macron. Et ce qui me rend et combative et extrêmement présente dans cette volonté non seulement de porter ces propositions, mais aussi d'aider ensuite à reconstruire cette offre politique de gauche nécessaire à notre pays, c'est justement cette situation des Françaises et des Français. Et de voir que cet après-midi, le mot pouvoir d'achat n'a même pas été prononcé par le président de la République, candidat aujourd'hui à sa réélection, ça nous en dit long sur ce qui attend les Français. Donc il vaut mieux qu'ils utilisent leur bulletin de vote aujourd'hui que de mettre les chaussures pour battre le pavé demain. On va accueillir un homme qui est proche du président de la République, qui a été son ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui le patron des députés La République En Marche. On accueille Christophe Castaner pour débattre avec vous de ce que vous dites et du programme d'Emmanuel Macron. Merci Laurent. Voilà, parfait. Bonsoir Christophe Castaner. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre proposition et d'avoir accepté de débattre avec Anne Hidalgo. Emmanuel Macron l'a donc confirmé cet après-midi. S'il est président, il décalera l'âge de la retraite à 65 ans. Vous laissez donc tomber votre grande réforme systémique que vous avez défendue pendant 2 ans, qui voulait notamment faire une réforme à points et avec un âge pivot à 64 ans pour revenir à un système plus classique de réforme paramétrique à 65 ans. C'est ce que vous disiez. Anne Hidalgo, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette proposition de Emmanuel Macron. Christophe Castaner, comment vous parvenez à convaincre Anne Hidalgo qu'elle se trompe et que 65 ans, c'est bien ? Merci de votre invitation. D'abord, je ne sais pas si je vais convaincre Anne Hidalgo. Vous aurez du mal, mais je veux écouter vos arguments. Je vous remercie. Je pense que c'est difficile parce que vous êtes là depuis quelques minutes et plutôt que de parler de votre projet de société, vous avez critiqué le projet porté par Emmanuel Macron. Donc, patientez, je vais présenter le mien. Si vous permettez, juste je réponds à la question que Léa Salamé m'a posée. Soyons clairs, l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu, c'est de préserver notre modèle social, c'est de préserver notre retraite, mais c'est aussi la conquête de nouveaux droits. Et donc, la proposition qui est portée par Emmanuel Macron, qui est portée par notre majorité, n'est pas seulement celle d'avoir une mesure d'âge, mais c'est aussi celle, par exemple, de rehausser à 1 100 € minimum les retraites pour les Français. C'est celle aussi, et c'est une mesure de justice, de mettre un terme aux régimes spéciaux qui provoquent une sorte d'injustice dans notre pays et que nous contestons. Et donc, notre objectif est que, progressivement, en 10 ans, nous fassions face et qu'au fond, ce soit le pacte entre les générations qui soit incarné par cette mesure. Le pacte entre les générations, c'est simple. C'est faire en sorte que ceux qui travaillent financent à la fois ceux qui sont à la retraite, mais aussi ceux qui sont écoliers, lycéens, étudiants, mais aussi la dépendance. C'est ça l'idée d'un pacte entre les générations. Pourquoi vous en prendre à ce point toujours au même ? Les classes moyennes, les ouvriers, ces femmes qui travaillent dans les EHPAD, qui sont vraiment usées par un travail qui est difficile, avec des salaires très faibles, qui ont une espérance de vie inférieure à la vôtre et à la mienne, qui voient cet âge de départ retardé à 65 ans,
elles sont, pour un certain nombre d'entre elles, vraiment pas sûres de pouvoir y arriver, de profiter de cet autre temps de la vie que consacre la protection sociale, ce système de protection sociale que beaucoup de pays nous ont envié, qui est la retraite. Pourquoi s'en prendre toujours au même ? C'est une obsession. En septembre 2017, Emmanuel Macron vient juste d'être élu. La première chose qu'il fait, une des premières ordonnances qu'il prend, c'est pourquoi faire ? Pour supprimer ce qu'on appelle les critères de pénibilité, c'est-à-dire pour retirer la possibilité de départ à la retraite plus tôt de, par exemple, ceux qui ont été exposés à des produits chimiques, des personnes qui ont porté des charges lourdes. Alors sur ce c'est point... une obsession et je veux terminer quand même par une question. Comment vous, Christophe Castaner, vous pouvez vous inscrire dans un projet qui consiste à détruire systématiquement, méthodiquement, toutes ces conquêtes sociales qui ont été portées par qui ? Par des députés, des élus de gauche, des syndicats, des gens qui ont battu le pavé, qui se sont battus pour ces droits. Comment pouvez-vous justifier qu'il s'agisse aujourd'hui d'une ambition qui pourrait être partagée par les Français ? Je le dis aux Français, il vaut mieux, lorsque vous irez voter, vous dire que cette réforme étant prévue pour passer très très vite, avant l'été, pour éviter qu'il y ait des réactions, il vaut mieux voter en sachant que si vous ne voulez pas de cette réforme, il ne faudra pas voter pour Emmanuel Macron. Alors, répondez à la question, et quand elle vous dit « comment vous, Christophe Castaner », c'est évidemment en référence à votre passé, puisque vous venez du Parti socialiste, comme Anne Hidalgo aujourd'hui. Mépris, obsession, n'utilisons pas des mots qui cherchent à faire peur, Madame Anne Hidalgo. Je n'ai pas utilisé le mot mépris, j'ai utilisé le mot obsession. Parce qu'au fond, c'est quoi la réalité ? Vous parlez des classes moyennes. Nous étions l'un et l'autre dans une majorité qui a augmenté les impôts des classes moyennes de 34 milliards d'euros pendant le quinquennat précédent. Cette majorité les a baissés de 26 milliards sur nos concitoyens. Et donc c'est aussi ça, les classes moyennes, et ce n'est pas une obsession. Oui. Et sur la question des retraites, et puis dans votre question, mais comment vous pouvez ? Moi, je n'appartiens pas à la gauche de l'irréel. J'appartiens à la gauche qui... non, vous êtes aujourd'hui à droite, je vous ai gentiment et poliment écouté. Raison, bien sûr, et donc je n'appartiens pas à cette gauche de l'irréel. J'appartiens plutôt à la gauche de la conquête du droit réel. Et aujourd'hui, si je veux, par exemple, augmenter... Mais c'est de la destruction de droit. Pardon, Madame Hidalgo. On essaye de s'écouter ou pas du tout. Voilà, je pense que c'est mieux. On va essayer de faire un peu moins violent que Yannick Jadot face à Éric Zemmour. Vous avez vos convictions, vous avez vos dogmes, vous les posez sur la table. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse les confronter. Pourquoi j'ai quitté, moi, le Parti socialiste ? Parce que justement, à un moment donné, l'incantation, ça ne suffit pas. Et conquérir des droits nouveaux, c'est s'attacher aux droits réels. Et c'est faire en sorte que, justement, nous puissions préserver notre système de retraite. Que nous puissions le financer. De le détruire, Christophe Castaner. Madame Hidalgo, vous avez eu un long monologue. Ou alors on décide de se couper tout le temps. Je pense que ça n'est pas très intéressant. Et nous ne sommes pas en train de le décrire. Quand nous voulons un système simple, un système équilibré, un système juste, quand nous revendiquons, et peut-être que nous sommes en désaccord, que les régimes spéciaux de retraite qui font qu'un conducteur de métro, la RATP, peut partir à 52 ans aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans avant tout le monde. Je considère que même une femme de gauche comme vous doit être choquée par cela. Alors vous avez Je suis surtout choquée par le départ à 65 ans de gens qui ont une espérance de vie inférieure à 65 ans. C'est la raison pour laquelle... Parce que vous savez, moi je viens d'un milieu populaire, j'ai vu autour de moi mourir... Non, mais j'ai vu mourir autour de moi des hommes... Je vous ai entendu hier à la radio. Et c'est une réalité. J'ai vu mourir des hommes qui ont, à 60 ans, et morts parce que usés, morts parce que l'amiante, morts parce que les conditions dans lesquelles ils avaient travaillé avaient été très difficiles. Ils n'ont pas pu profiter de ce temps de repos que consacre cette grande conquête fabuleuse, fantastique, qui vient d'où ? De l'héritage du Conseil national de la résistance. Ce que Emmanuel Macron a dit tout à l'heure en présentant son projet, c'est de déchirer cet héritage du Conseil national de la résistance. Dans la caricature. Ce n'est pas une caricature. Mais si, c'est une caricature demain, totale. Une situation vous perdez de la crédibilité, Alors, Madame Hidalgo. laissez-moi finir, Monsieur Castaner. Oui, là, c'est pour elle. Là. Voilà, là, c'est à moi on va tenter du coup d'équilibrer un tout petit peu le temps de parole. Après, je vous donne la parole, bien entendu. Je pense que les temps sont comptés. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est une nouvelle conquête sociale que de retarder l'âge de la retraite à 65 ans, sans tenir compte des personnes d'ailleurs les plus fragiles, parce que la première chose, je le
le redis, qu'a fait Emmanuel Macron mais si vous dans l'avez écouté l'ordonnance et vous qu'il préférez avait mentir. faite en 2017, septembre 2017, c'est justement de retirer de la réforme de Marisol Touraine la question de la pénibilité, c'est-à-dire la jambe sociale de cette réforme. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer que demain, ça va permettre de vivre mieux. Non, c'est travailler plus pour vivre moins que vous êtes en train de proposer aujourd'hui aux Français. Si votre propos était vrai, je l'entendrai. Le problème, c'est qu'il est faux et vous perdez en crédibilité en tenant des propos faux comme cela. Le candidat a clairement dit que la question... je crois que mes propos sont très partagés. S'il vous plaît, Madame Hidalgo, le candidat a dit très clairement que la question de la pénibilité... Pourquoi a-t-il supprimé les critères ? On décide de respecter à minima, non pas la vérité, vous refusez de le faire, mais au moins votre interlocuteur qui essaye de placer une phrase en entier. Sur les critères de pénibilité, ça date de 2017. Très clairement, mais il ne les a pas retirés, il y en avait 10 et nous avons conservé l'ensemble des critères et nous avons discuté avec les partenaires sociaux. À un moment, Madame Hidalgo, à un moment où vous étiez déjà opposée à la réforme par les ordonnances travail, et je pense que là aussi c'est un mauvais combat que vous avez conduit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la possibilité d'atterrir vers le plein emploi. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où les jeunes en particulier, les Français sont dans un taux d'emploi que nous n'avons jamais connu. Au fond, ce qui nous différencie tous les deux, c'est que vous êtes dans l'incantation. Quand nous sommes dans l'action. Je suis vraiment dans cette gauche du réel, cette gauche qui veut que notre c'est pas la gauche du réel, Madame soit Hidalgo. un pays qui protège, vous savez, bien si sûr, c'était la le plein gauche emploi, du réel, bien sûr, les Français l'entendraient, les Français la verraient qui protège, et vous l'incarneriez. Un travail qui considère qu'on prend en compte la pénibilité, qu'on prend en compte les conditions de travail. C'est ça, le discours que vous tenez, Madame Hidalgo. Le projet de retraite que je veux porter, puisque tout à l'heure vous le demandiez. C'est le statu quo, c'est de ne rien faire. Je souhaite effectivement de maintenir. Qu'est-ce qu'on fait sur les régimes spéciaux ? Est-ce que je peux parler ? 62 ans pour l'âge de départ à la retraite, de rétablir des critères de pénibilité qui permettent notamment à ces femmes, à ces hommes qui sont exposés à des situations professionnelles difficiles, qui ont une espérance de vie bien moindre que celle, par exemple, des cadres, leur permettent, y compris de pouvoir partir avant 60 ans et de faire en sorte que pour les autres, il n'y ait pas de changement. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de réaliste et de pragmatique. Je sais que vous, moi, nous avons nous sommes rentrés plus tard dans la vie active. Nous avons des emplois, des métiers qui ne sont pas aussi pénibles. Sur le financement, comment vous faites ? Comment vous faites, Anne Hidalgo, avec des gens qui sont de plus en plus vieux, sur le financement, que les Français ne se fassent pas avoir. Il suffit de lire, alors il est épais, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui dit très précisément qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité financière. Il y a un problème conjoncturel. Il y a un problème conjoncturel qui est lié à quoi ? Moi, je suis plutôt pour l'alignement sur la clause sociale la plus intéressante, pas sur la moins intéressante. Et de ce point de vue, je suis pour l'alignement sur la clause sociale la plus intéressante. Et pas pour le démantèlement. Mais si ça existe. Ce que vous évoquez, Madame Hidalgo, n'existe plus. Est-ce que je peux terminer sur Allez-y, terminez, mais qui vous répond parce que là, il est en défaveur sur le temps de parole. Oui, largement. Et donc, la proposition que je porte, elle tient compte évidemment du financement de nos retraites. Le rapport du corps dit très précisément qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne remets pas en cause les trimestres et la façon de les calculer. Mais en revanche, je rétablis un élément qui est une injustice aujourd'hui, notamment pour les plus fragiles et ceux qui ont une espérance de vie la plus faible dans notre pays. Christophe Castaner, vous avez entendu la réaction de Valérie Pécresse tout de suite après la conférence de presse. Vous auriez dû d'ailleurs lui payer des droits d'auteur à Valérie Pécresse. C'est ce qu'elle a dit en gros. Ouais. Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'une idée est portée en Allemagne, y compris actuellement par les sociodémocrates et les Grünen, en Italie, par un accord politique qui dépasse largement et qui inclut ce qu'il reste du Parti socialiste italien, par l'Espagne. Pas parce que, quelque part, il y a des idées qui sont mises en œuvre qu'elles sont forcément mauvaises. On peut vivre dans la nostalgie, comme Madame Hidalgo. Oh non, je vis dans l'idée qu'un monde qui protège est mieux qu'un monde aussi violent que celui qui fait que des gens fragiles et pauvres sont laissés de côté. Vous niez le principe de la réalité. Ah non, et je pense que la réalité, c'est de tenir compte aussi de la situation des plus fragiles. Anne Hidalgo, il faut vraiment lui laisser finir une phrase. Je pense qu'en politique, il faut d'abord
se respecter, y compris dans l'échange. Il faut respecter les Français aussi et ne pas leur mentir. Ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème, le laisser de côté. Et de toute façon, c'est annoncer qu'à un moment ou un autre, quand on est en responsabilité, on sera obligé de faire face à la réalité. La gauche est morte de cela aussi. Je vous le dis, le Parti socialiste en particulier, et nous étions côte à côte à ce moment-là pour constater comment les promesses qui étaient faites étaient abandonnées le lendemain. Alors oui, il faut du courage politique, mais c'est aussi cela, être candidat à la présidence de la République. C'est assumer de dire les choses. C'est pas se réfugier derrière des rapports qui n'existent pas. Il y a aujourd'hui une vraie difficulté sur le financement de nos... Des rapports qui n'existent pas. Oui. Le rapport du corps, ça n'existe pas. Le rapport du corps parle Il ne dit pas ce que je viens de vous dire. Non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il y a un déficit. Il y a un déficit aujourd'hui. On va pas se donner, mais pas structurel. On va pas se donner des leçons de lecture, de notes de travail. Mais aujourd'hui, le régime de retraite est en déficit de 10 milliards d'euros. Et si nous étions restés au niveau de chômage que nous avons connu quand vous étiez en responsabilité pour le parti que vous représentez, de toute façon, vous y étiez aussi à l'époque. Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et donc là, vous n'étiez pas responsable. S'il vous plaît, Madame Hidalgo, soyez à minima respectueuse de nos histoires communes, mais aussi de nos divergences. De nos divergences. Voilà. De nos histoires communes, parce qu'ensuite, mais aussi de nos divergences. On va avancer parce que vous voulez absolument parler de l'école. De l'éducation aussi. Je veux vous le dire, mais vraiment sincèrement, je pense qu'à un moment donné, ouvrir les yeux sur la réalité et se battre pour des nouveaux droits, notamment sur les 1 100 €, répondre à des questions auxquelles les citoyens vous attendent. Est-ce que vous maintenez les régimes spéciaux ? Oui ou non? Est-ce que, par exemple, vous considérez que la retraite à 52 ans aujourd'hui un sujet très marginal? D'ailleurs, vous le verrez, aucun des syndicats ne va le porter. Et ça n'est pas le sujet central. Donc vous le maintenez. Vous savez, ce sujet-là ne vient en pas grand-chose changer la question des... Répondez sur votre histoire commune. Allez-y. Juste un mot tout de même. La justice, Madame Hidalgo, qui fait que quand on travaille, on doit avoir les mêmes droits, quel que soit son statut. Je pense que c'est fondamental. Quand on a des conditions de pénibilité, la justice, c'est de permettre à des gens qui ont une espérance de vie inférieure de pouvoir partir avant. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Justement. Mais non, puisque vous avez supprimé cette possibilité dès 2017. Quand nous voulons prendre en compte la pénibilité, et que vous voulez encore l'aggraver. Je crois vraiment que ce n'est pas une bonne façon de faire. Allez-y. De nier la réalité et d'empêcher votre contradicteur de vous expliquer pourquoi vous faites erreur et fausse route. Et je vous le dis, et affirmer par exemple que nous ne prenons pas dans la proposition qui est faite la pénibilité est un mensonge. Et donc ça n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas un mensonge. Alors vous n'avez pas écouté Emmanuel Macron cet après-midi. Et donc, un mot, s'il vous plaît. Un mot. Moi, je veux dire aussi aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui écoutent ce discours-là, vous avez le droit. Vous avez été de gauche, vous avez le droit de changer d'avis, d'option, de passer à droite, d'aller vers un gouvernement qui porte une politique de droite et de droite, parce que c'est vrai qu'à un moment, en 2017, on aurait pu se dire, il y avait du en même temps, peut-être qu'il y avait quelque chose de très positif, de nouveau qui allait naître dans le paysage politique français. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en même temps, on allonge la durée pour bénéficier de cette retraite. On ne remet pas les critères de pénibilité pour aider les personnes les plus fragiles à pouvoir quand même bénéficier de ce droit. On attaque les services publics. Vous parliez tout à l'heure de la baisse des impôts. C'est très bien de faire en sorte qu'il y ait une pression fiscale qui soit... Je parlais de la hausse des impôts pour ce qui vous concerne. Surtout équilibrée, mais en même temps, vous avez supprimé l'ISF. Ce n'était pas, je dirais, la première nécessité en matière d'allègement des impôts. Et dans le même temps, vous avez baissé les allocations logement pour les personnes plus fragiles. Dans le même temps, vous êtes en train de nous expliquer, on va y venir, que l'école publique... sur tout le territoire, qui assure l'égalité républicaine, comme celle dont j'ai pu bénéficier lorsque je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Ce que vous dites, c'est que vous n'avez entendu qu'un programme de droite, c'est ça, aujourd'hui ? C'est un programme de droite et de droite. Vous avez le droit de vous sentir à l'aise à cet endroit-là. Mais moi, ce qui me frappe et ce qui me heurte, et je sais que beaucoup de nos concitoyens l'entendent et le perçoivent aussi, c'est que vous ne pouvez pas, au nom de votre propre itinéraire personnel, dire la gauche est morte, la gauche n'a servi à rien ou ne servira plus à rien, parce que la gauche que moi j'incarne ici, cette gauche républicaine, réformiste, cette gauche social-démocrate qui gouverne dans beaucoup d'autres pays européens et avec des dirigeants avec lesquels je suis en lien, cette gauche-là,
c'est la gauche qui peut apporter justement un équilibre dans notre pays, Alors, qu'il y ait Hidalgo, beaucoup moins quelques d'injustice. Quelques remarques, si vous m'y autorisez. Cette gauche-là, c'est celle qui, dans les pays que vous évoquez, notamment en Espagne, porte et assume la retraite à 65 ans. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a... l'augmentation des salaires. S'il vous plaît, Madame Hidalgo. Et l'augmentation des allez-y, salaires. Et comme nous allez-y, l'avons répondez. fait pour les Non, mais salariés au c'est niveau du SMIC intéressant. qui connaissent une augmentation de 15% C'est intéressant, sous Christophe ce Castaner. quinquennat. C'est intéressant de vous 15% pour les salariés Oui, à peu près, SMIC sous ce alors, à quinquennat. peu près 170 € Madame Hidalgo. 15% d'augmentation dans ce Vous quinquennat. permettez que je finisse une phrase? Oui, Vous oui, je rebondissez. veux bien. Ouais. Pour un salarié au SMIC, aujourd'hui, le gain de pouvoir d'achat à la fin de chaque mois, c'est environ 160 Le salaire a augmenté de Non, 15%. Je vous ai dit, les moyens, le gain de pouvoir d'achat. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez raison, parce que j'adorerais voir votre calcul. Vous avez raison, parce que vous avez des méthodes assez simples qui consistent à dire on augmente les salaires. Absolument, On ne se préoccupe pas de c'est savoir simple, qui c'est va vrai. payer, y compris le client de la boulangère chez qui vous allez acheter votre pain le lendemain pour matin. moi, augmenter les salaires, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Qui devra l'assumer. Et donc cette gauche-là, Madame Hidalgo, je vais vous dire, elle existe toujours. Elle est dans notre électorat et elle n'est pas dans le vôtre. Parce qu'elle se reconnaît dans les combats que nous avons menés pour l'école, pour les services publics, pour l'hôpital aussi, quand on augmente massivement les salaires des personnels de l'hôpital ou qu'on investit massivement, même si ça ne suffit pas. L'hôpital va si bien que ça, cher Christophe Castaner. Vous rebondissez, Madame Hidalgo, vous rebondissez sur la phrase, ce même que si ça ne disent suffit aujourd'hui les soignants. Vous entendez ce que disent aujourd'hui les enseignants. Parce que les justement, enseignants, ils ne se retrouvent plus dans ce discours. Et vous entendez aujourd'hui les enseignants. S'il vous plaît, vraiment, je vous assure, imaginez les gens, vous regardez souvent les débats télé, quand il y en a deux qui parlent en même temps, c'est inaudible. Je vous assure, Madame Salamé, que depuis tout à l'heure, je veille à ne pas couper la parole à Madame Hidalgo. Ça vous arrive aussi. Et qu'en l'espèce... Et donc, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle vous dit, j'ai entendu pendant 4 heures de conférence de presse d'Emmanuel Macron, un programme et de droite, vous dites c'est faux. Mais c'est totalement faux quand on regarde, par exemple, la mesure qui est proposée, qui est une mesure pour mettre en œuvre la solidarité à la source pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont droit à des prestations sociales et qui n'en bénéficient pas. Quand il y a des mesures pour les mères célibataires, comme l'augmentation de la prime pour les mères célibataires qui ont des enfants, quand on met en place le droit opposable à la garde d'enfants, si tant est que ce soit de gauche ou de droite, moi, ce n'est pas mon référentiel. Entendu, ça? Je pense que ce sont des mesures sur lesquelles on pourrait se retrouver. Mais Madame Hidalgo préfère avoir une vision totalement noire, totalement négative, totalement caricaturale. Et c'est, au fond, je pense, ce discours dans lequel les Français ne se retrouvent pas. Vous savez, ce que j'ai entendu tout à l'heure, par exemple sur l'école, c'est on ne va pas augmenter le salaire des enseignants parce qu'il faudrait leur demander des contreparties. Vous savez que les enseignants en France sont payés 2 fois moins, par exemple, qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Vous savez que d'ailleurs, non, pas qu'en début de carrière, mais notamment en début de carrière, pour un professeur des écoles est à 1 770 € et en fin de carrière à 2 300 € alors que c'est un bac plus 5. Je propose d'ailleurs qu'on passe à 2 300 € dès le début de carrière, c'est-à-dire comme les bacs plus 5, le salaire des enseignants, des professeurs des écoles. Quelles sont vos critiques ? Les écoles, pour moi, d'abord, pour faire en sorte que l'école fonctionne mieux, il faut bien sûr reconnaître les enseignants dans leur travail, dans leur rémunération, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut redonner des moyens à l'école. Dans le bilan assez désastreux, disons les choses, sauf sur un point. Je vous accorde un point sur le dédoublement des classes. Le dédoublement des classes. Dans les classes dédoublées, oui, ça a été positif, sauf que ça a été payé comment ? Par des suppressions de postes dans l'éducation nationale, environ 7700 suppressions de postes qui ont mis en difficulté des collèges, d'autres écoles, une moyenne d'environ 30 élèves par classe dans la plupart des lycées. Donc vous dites, alors il va répondre. Une école qui a été abandonnée par ce gouvernement, et là, dans le projet d'Emmanuel Macron, on va encore plus loin, je le dis aux Françaises et aux Français pour qu'ils décryptent quand même ce qui est en train de se passer. Lorsque Emmanuel Macron parle d'autonomie à l'école, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers une privatisation de l'école, vers quelque chose qui s'appelle la déconstruction de cette école publique, laïque, gratuite, qui doit être le creuset de l'égalité, qui ne l'est pas suffisamment aujourd'hui parce qu'elle reproduit beaucoup d'inégalités. Mais là, on va aggraver ces inégalités. Madame Hidalgo est à la fois dans son monde, si je peux me permettre, une dernière phrase, lorsqu'on porte atteinte au service public, on porte, et notamment à l'école, mais aussi à la santé, on porte aussi atteinte au pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Parce que ce qu'ils ne trouveront pas dans le service public, il faudra qu'ils aillent se le payer comme ils peuvent, s'ils le peuvent, et s'ils ne peuvent pas, tant pis pour eux, dans le secteur privé. Christophe Castaner. Madame Hidalgo,
exagère. Et elle ment. Une nouvelle fois. Au fond, vous avez vos convictions et vous êtes en train de dépeindre tout le reste de la réalité selon vos propres convictions. Ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender le pays. Depuis 2017, on a fait des efforts pour l'école. Est-ce que tout a été fait? Non. Est-ce qu'on a tout réussi? Non. Et donc, on l'a réarmé, mais ça ne suffit pas, il faut poursuivre. Vous évoquez des classes à 30. Vous savez, Madame Hidalgo, quelle était la moyenne du nombre d'élèves par classe en 2016, sur la dernière année du quinquennat que vous avez accompagné? C'était 17, vous aussi, d'ailleurs, vous l'avez accompagné. Mais je le revendique, avec une certaine fierté, mais avec la capacité d'autocritique que manifestement vous n'avez pas et que vous n'avez jamais. En 2016, il y avait 17,68 élèves par classe. Aujourd'hui, il y a 17,29 élèves par classe pour un enseignant. En moyenne. Et donc c'est ça. Oui, c'est une moyenne, effectivement. Mais c'est ça, de collège à 30 élèves par classe et de lycée à 30 élèves par classe. Il n'y en avait aucun quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale. Ah, on a créé 60 000 postes soyons à réalistes sur ces sujets. On a créé 60 000 la postes moyenne, à l'époque. il y a plus de professeurs devant les élèves. Si vous voulez, on va même parler de budget. Aujourd'hui, on investit dans l'éducation nationale 8 400 € net pour chacun des élèves, quand la moyenne était à 7 800 il y a 5 ans. Et donc, ne nous jetons pas des chiffres comme cela, mais surtout, quand aujourd'hui, le président candidat évoque la possibilité de construire un projet établissement par établissement, de construire une revalorisation salariale pour les enseignants en travaillant au niveau de chacun des rectorats. Il ne détruit pas l'école. Ah, si. Par contre, il propose que le si. socle unique de l'éducation nationale, et qui est fondamental, et que comme vous je défends, et qu'Emmanuel Macron défend aussi, puisse s'adapter. Parce qu'on n'enseigne pas de la même façon dans une école à Fort-Calquier que dans une école à Paris. Et on n'enseigne pas à Paris de la même façon dans le 20e arrondissement et dans le 16e arrondissement. Et donc, se donner des moyens supplémentaires renforcés, ce qu'on a entendu aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Et puis, juste une question, Madame Hidalgo. Est-ce que tout va bien ? À vous écouter, il ne faut jamais rien changer, ni sur les retraites, je suis une ni grande sur le réformiste, travail, vous savez, ni sur et les écoles. Je suis très créative en matière de réforme. Donc, j'aime le changement et d'ailleurs, je propose de changer d'avenir. Vous savez, c'est même le slogan de ma campagne. Oui, ça fait des grands mots. Ouais. Non, pas des grands mots, c'est des belles idées. Qui politiquement n'existe pas et dans une réalité que vous réécrivez à chaque instant. Sur l'autonomie des universités qu'a proposé Emmanuel Macron, plus d'autonomie et des écoles. Qu'est-ce que vous êtes contre ? Moi, je ne suis pas du tout favorable à cela. Par exemple, l'autonomie des universités, je le dis à tous les parents qui ont des enfants, qui sont des parents de la classe moyenne, de catégorie populaire, qui ont envie que leurs enfants fassent des études supérieures, qu'ils aillent à l'université. Ça veut dire que l'université sera payante, très chère, et qu'elle ne sera pas accessible à leurs enfants. Et vous mentez. Pour les écoles, ne soyez pas surprise. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Mais ne soyez pas surprise. Je vous ai écouté respectueusement. Pas tout le temps. Dans les écoles primaires, les écoles élémentaires, ça sera exactement la même chose. Vous aurez l'école publique qui sera là, qui accueillera ceux qui ne peuvent pas aller à l'école privée, et tous les autres iront dans des écoles privées parce que c'est là qu'ils trouveront sans doute les nouvelles pédagogies, des enseignants plus rémunérés, etc., etc. Mais je voudrais poser une autre question, parce que quand même, pour moi, c'est l'exemple même de ce qui est fait, proposé, très inhumain, et vis-à-vis de nos enfants, quelque chose qui est très injuste, que je supprimerai, c'est Parcoursup. Parcoursup est pour moi vraiment... Comment avez-vous c'est la plateforme inventer pour ceux qui n'ont pas d'enfants de 18 ans, c'est la plateforme qui permet en terminale de choisir ses options pour ceux qui ont la première chance année de ne pas avoir rencontré Parcoursup parce que tous les autres le connaissent. Comment avez-vous pu inventer un système aussi inhumain qui décide de l'avenir de nos enfants, qui les envoie vers des filières parce que, c'est comme ça, on ne sait pas trop, totalement opaque, et qui, en fait, de mon point de vue, gère une chose, la pénurie des places dans l'enseignement supérieur. Comment avez-vous pu inventer un système comme celui-là ? Je dis passage que je le transformerai, évidemment, je le remplacerai par un système d'orientation dans lequel il y aura de l'humain, de l'accompagnement de nos jeunes, et que je proposerai aussi une généralisation des formations en alternance après le bac. C'est mal, c'est peut mieux faire. Non, mais moi, j'adore la nostalgie. Quand je me suis inscrit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, j'ai le souvenir que c'était vraiment bien. Je suis venu avec un dossier papier. Puis généralement, il fallait venir 2-3 jours avant
le jour de l'inscription pour arriver à avoir une place à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Alors on peut avoir cette nostalgie-là. Non, mais je remplace par un système beaucoup plus efficace et Madame humain. Hidalgo, je suis papa de 2 filles qui ont eu leur baccalauréat il y a 4 ans pour une et il y a 1 an pour l'autre. Et j'ai vu aussi l'efficacité de Parcoursup. Ah. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais j'ai vu l'efficacité parce qu'elles ont fait un certain nombre de choix. Et dans les choix qu'elles avaient proposés, elles ont eu, non pas le premier choix, d'ailleurs pour les 2 de mes filles, mais elles ont eu le second choix ou le 3e choix. Et elles l'ont eu avec une certaine facilité qui était assez différente du système où de toute façon, vous ne pouviez pas exprimer 15 choix. Vous étiez obligé de choisir une université dans laquelle vous alliez déposer votre dossier. Alors ne caricaturez pas tout. Tout comme vous savez, je vous le dis, je crois que l'expérience est très partagée. Et ce sera les derniers mots. Allez-y, oui, ça fait 30 minutes. Mais vous tellement partagé que toute la France est d'accord avec vous, Madame Hidalgo. Et que toute la En tous France... les cas, avec Parcoursup, je ne crois pas qu'elle soit tout à fait d'accord avec. Les 80% des élèves qui ont eu un des 3 premiers choix qu'ils avaient fait ont été plutôt satisfaits de Parcoursup. Il arrive chaque année, mais depuis très longtemps et avant même Parcoursup, qu'il y ait des élèves sans accompagnement. Nous avons veillé depuis 5 ans à ce que les dossiers soient pris individuellement, un par un, pour que personne ne reste sur le carreau. Il en est resté beaucoup sur le carreau parce qu'en fait, ce qui manquait, c'est le nombre de places. Je pensais que Mme Hidalgo était maire de Paris, mais manifestement, elle est aussi professeure d'enseignement. Et depuis tout à l'heure, vous me donnez la leçon, Mme Hidalgo. Je m'intéresse beaucoup, heureusement, soyez au fonctionnement moins dans la de notre caricature. pays. Et dans les propositions que je fais, je les ai quand même vérifiées aussi en observant ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas du tout fait le pari, je termine, vous n'avez pas fait le pari qui est un pari à la fois audacieux, ambitieux pour notre pays, de permettre à plus de jeunes d'aller vers l'enseignement supérieur. Et vous avez, avec Parcoursup, en fait, géré la pénurie des places dans l'enseignement supérieur. Chaque année, nous créons des places, y compris sur des sujets aussi sensibles que les universités de médecine. Aujourd'hui, les étudiants, pour s'inscrire, n'ont plus besoin de payer la sécurité sociale. Elle est prise en charge par ce gouvernement et c'est des choix de société que nous faisons. Plus globalement, Madame Hidalgo, arrêtez de tout vouloir caricaturer. Personne n'envisage de rendre l'école publique payante. Personne n'envisage de sacrifier, mais au contraire, d'investir sur l'école. Par contre, quand nous voulons plus d'autonomie et de réflexion territorialement, c'est que nous croyons à l'expertise de terrain. Que je pense que le maire de Forcalquier aujourd'hui, mais je pense que le maire de oui, alors avec la décentralisation ou avec d'autres mesures, on a une certaine forme de courage. Vous avez tout centralisé. Permettez-moi de finir. Pardon, je faisais un peu d'ironie. Permettez-moi de finir. Mais vous avez tout S'il centralisé. vous plaît, Madame Hidalgo, je pense qu'après vous allez rester. Depuis tout à l'heure, vous me coupez systématiquement la parole. Vous savez, écoutez votre interlocuteur. Oui, c'est bien une interaction. Mais gardez cette interaction aussi avec les Français. Écoutez-les aussi, ceux qui aujourd'hui sont satisfaits de trouver un emploi. Écoutez aussi ceux qui, par exemple, en matière de décentralisation, sont rentrés dans la filière de l'apprentissage. Quand nous étions en responsabilité, il y avait 290 000 apprentis dans ce pays. Aujourd'hui, il y en a 720 000. Je veux généraliser l'apprentissage et l'alternance après le bac. Et vous voulez en même temps qu'il y ait 60%, et vous voulez en même temps qu'il y ait 60% d'étudiants qui rentrent à l'université. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos enfants trouvent leur chemin. C'est ça l'essentiel. Et que ce ne soit pas les dogmes d'un parti politique qui dessinent le chemin de mes enfants. Mais vous savez, les choix budgétaires, quand j'entends dire que 15 milliards d'euros d'économies vont se faire sur quoi? Sur les retraites et sur l'assurance chômage, je me dis qu'on n'est pas dans un monde qui protège. Pour accompagner 50 milliards de dépenses. On est plutôt dans un monde qui est en train de creuser les inégalités qui sont déjà celles qui minent le socle républicain de notre pays. Ce ne sont pas 15 milliards d'euros d'économies, mais c'est 15 milliards de baisse d'impôts pour nos concitoyens. Et comme nous avons baissé de 52 milliards dans ce quinquennat, on peut se dire... Sortez de cette caricature. Elle vous coupe de la réalité, elle vous coupe de vos électeurs. Je pense que la réalité vous rattrapera. Merci Christophe Castaner d'avoir accepté de débattre avec Anne Hidalgo. Merci beaucoup. Au revoir. Laurent. Oui, quelques petits mots. Question Parcoursup. Il y a eu des questions... Ah bah attendez, restez. Pardon, excusez-moi. Écoutez quand même. Excusez-moi, je vous ai fait faire un aller-retour. Écoutez au moins. Allez-y. On a posé la question de Parcoursup parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de parents d'étudiants surtout chez nos téléspectateurs. On a tout simplement demandé s'ils étaient favorables à la suppression de Parcoursup. Gros clivage, puisqu'il y en a la moitié pour
et la moitié qui est plutôt opposée ou très opposée. Donc, gros clivage sur la question de Parcoursup. Intéressant. Très intéressant. Une précision à Madame Hidalgo sur ce qu'a dit le président cet après-midi sur l'augmentation des enseignants. Il a parlé d'une augmentation, je cite, substantielle de leur rémunération, qui sera conditionnée à l'acceptation de nouvelles missions, notamment les remplacements systématiques. Vous pouvez revenir sur la slide précédente, là ? Alors, c'est la Très deuxième intéressant. question que nous avons posée. Tout simplement parce que vous êtes beaucoup affronté sur cette question. La politique du président est-elle de gauche, de droite, ni de gauche, ni de droite? Ah bah là, rasseyez-vous, répondez. Alors là, Monsieur Castaner, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire. Je suis désolée, je vous fais rasseoir pour que vous soyez dans la lumière. Mais si vous voulez, je reste pour la fin de la soirée. Si la réalité vous rattrape, Non, mais là, celle-là, elle est pour vous. ça vaut le coup de vous Mais, entendre. Madame Hidalgo, faites attention, les sondages, et Oui, je vous le souhaite, je ne suis sont pas assez toujours la d'accord. réalité. Je suis assez d'accord. Moi, ce que je on va pas refaire le revendique... débat. Là, Non, il s'agit de sondages Anne qualitatifs. Hidalgo, Je rebondissais. soyons honnêtes, faisons réagir, parce que ça s'adresse à Christophe Castaner. Non, mais moi, je veux dire tout simplement, en quittant le Parti socialiste, comme Madame Hidalgo y est restée, j'ai retrouvé une forme de liberté. Celle d'arrêter de me poser la question de savoir si mon interlocutrice Si est vous de étiez de gauche gauche. pour savoir si son idée est la bonne, ou si elle est de droite pour savoir si son idée est la bonne. Et d'aller systématiquement chercher ce qui nous semble, et on peut se tromper avec humilité, la meilleure idée. C'est ça l'objectif de ce que nous conduisons. Et ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, dans les opinions de vote pour Emmanuel Macron, tous ces électeurs sociodémocrates qui venaient du Parti socialiste, qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2017, sont toujours fidèles à Emmanuel Macron. Et donc cet électorat de gauche, il n'est pas chez Madame Hidalgo, il est plutôt avec Emmanuel Macron. Réponse Faites le choix de définitive. la droite, c'est votre choix. Réponse définitive, Mais- le 10 avril Oui, prochain. Votre phrase Non. est une phrase imposée qui ne rebondit pas du et tout je à ce redis- que je viens de dire. On ne va pas refaire le débat. Non, mais Vous Non, non. devriez payer des droits d'auteur à Valérie Pécresse. Merci Christophe Permettez-moi de la Castaner. Cette défendre. fois-ci, je vous laisse partir pour de vrai. mais je reviens si vous m'appelez. Au revoir. Merci Au beaucoup, revoir. merci infiniment. Allez, on va passer maintenant aux questions de sécurité, aux questions régaliennes. On accueille le journaliste aux éditos acérés tous les soirs dans C'est à vous. Et le dimanche sur France Culture, on accueille Patrick Cohen. Bonsoir. Et bonsoir Patrick, vous vouliez d'abord interroger Anne Hidalgo sur la Corse. Patrick, on rappelle que le gouvernement s'est dit ouvert à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse après 13 jours de violence dans l'île. Absolument, la Corse est revenue dans l'actualité, même si elle ne figure pas dans votre programme. Question simple, est-ce que vous êtes favorable ou hostile à l'idée d'une Corse autonome, c'est-à-dire, pour être précis, parce qu'on parle souvent bien d'autonomie, une collectivité qui, dans certains domaines, pourrait décider de ses propres règles ou voter ses propres lois? Oui, je suis favorable à ce qu'il y ait dans la République, évidemment, un statut particulier pour la Corse, qui peut être d'ailleurs un statut assez proche de celui de la Polynésie. Ça veut dire ajouter un article dans la Constitution, mais bien sûr un article dans la Constitution qui retienne cette idée-là. Je pense que c'est tout à fait compatible, dans une République une et indivisible, de pouvoir admettre ce statut. Bien sûr, ça veut dire le discuter, le débattre, poser des conditions. Et Un décider mot- de quel domaine, dans Absolument. quel domaine ça pourrait s'appliquer. Bien Donc, sûr. est-ce que là, vous avez des exemples? Est-ce que vous pourriez imaginer une Corse qui aurait le droit de lever l'impôt en fixant ses propres taux d'imposition? Ça sera aux Corses et dans la discussion avec le gouvernement, le président de la Ouais. République et le Parlement d'en décider. Mais surtout, peut-être un mot, parce que ce sujet s'invite, parce qu'il n'a pas été traité pendant 5 ans. Il y a eu beaucoup d'atermoiements de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron sur la question, Mais avant non notamment relative à la Corse. Il y a eu quand même des avancées Ah bon et des discussions qui ont été faites par différents gouvernements, parce que c'est un sujet qui s'est toujours invité, évidemment, puisque c'est un sujet français, le sujet corse. On est au Et un sujet 4e statut républicain. particulier depuis Mais- 1981. Oui, hein. mais je pense qu'il faut, en tous les cas, il y a des possibilités d'aller vers cette autonomie. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été étudié par beaucoup, qui a fait l'objet d'un rapport récemment de l'Association des régions de France, qui a été d'ailleurs Absolument. adopté à l'unanimité par l'Association des régions de France. Et je pense que c'est une piste tout à fait intéressante. Et l'idée de règles spécifiques sur le plan fiscal Oui. ou social, un temps Oui. de travail spécifique, par là, ça ne vous Pourquoi choquerait pas au Non. regard de l'idée de l'égalité des Français devant la loi? Non, parce que d'ailleurs, ce que consacre la Constitution, c'est que l'égalité peut supposer de la différenciation en fonction des territoires. Je suis décentralisatrice. Bien sûr, ça veut
veut dire rester, et dans un cadre où le régalien et les valeurs de notre République, c'est un statut qui fonctionne très bien aujourd'hui pour la Polynésie. Il y a des statuts qui ne vont pas jusque-là pour nos outre-mer, mais qui sont des statuts qui consacrent aussi cette différence dans le cadre de la République, évidemment, et ne jamais confondre autonomie et indépendance. Encore un dernier mot sur la Corse. La Corse, c'est une revendication nationaliste récurrente, la Corse comme langue officielle de l'île, aux côtés du français, ce qu'on appelle la co-officialité. Moi, je pense que le français doit être consacré comme la langue, bien sûr, de la République, mais qu'il y ait des langues qui soient les langues régionales, les langues locales, qui aient leur place, qui est d'ailleurs, il y a un enseignement, il y a des diplômes, il y a parce que la langue véhicule aussi des éléments de culture, ça ne me choque absolument pas. À égalité, ça sera un sujet à discuter qui est plus complexe. Mais vous savez, l'insularité est quelque chose qui, d'ailleurs, au niveau européen, est pris en considération dans beaucoup de pays. Oui, et je pense qu'il faut, les Baléares et d'autres, je pense qu'il faut, bien sûr, travailler, discuter. Il y a un point d'entrée dans la discussion. Bien sûr, ça suppose que les violences s'arrêtent. Et ça suppose aussi que l'on maintienne ce lien fort avec la République. Patrick, autre sujet. Oui. Lié, absolument, un sujet lié, puisque l'autonomie, elle l'est tout de même dans votre programme. Oui, vous prenez davantage d'autonomie pour les collectivités, avec ce que vous appelez un permis de faire qui leur serait accordé pour déroger à la loi commune. Alors, puisque vous êtes à la tête d'une grande collectivité, je ne la prends à personne, la ville de Paris, est-ce que vous avez un exemple de ce que la loi ou les pouvoirs publics vous empêchent aujourd'hui de faire et que ce permis de faire pourrait faciliter ? D'abord, vous savez que la Constitution consacre déjà dans un article 37.1 notamment les possibilités d'expérimentation. Mais c'est plutôt très peu descendant, très peu utilisé. Il y a 260 et quelques expérimentations possibles et c'est plutôt descendant. C'est plutôt l'État qui dit on va demander à telle collectivité d'expérimenter telle ou telle mesure. Ici, on ne va pas faire du droit, on va juste essayer de trouver des exemples. Là, c'est l'inverse, c'est de dire les collectivités peuvent dire voilà, j'ai une idée, par exemple, à Paris, nous sommes le budget participatif le plus important en volume, en nombre de votants qui existe dans le monde. Ce budget participatif est une belle idée et une belle réalisation très concrète qui permet notamment aux Parisiens de pouvoir voter pour des propositions qui concernent des aménagements en bas de chez eux. Ça ne m'empêche pas de le faire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, une expérimentation comme celle-là, si elle est réussie, l'État peut considérer que, elle peut être généralisée, elle peut être proposée à d'autres. C'est ça l'intérêt. Mais pourquoi l'écrire elle pourrait aujourd'hui être généralisée à d'autres villes? Je pense que c'est aussi une façon de concevoir le rapport entre l'État central et les collectivités qui n'est pas que descendant, qui considère que les collectivités peuvent avoir elles-mêmes des initiatives intéressantes. Je vous prends d'autres exemples. Toujours, dans mon expérience, mais c'est mieux parce que c'est plus concret. Nous portons, par exemple, à Paris, puisque nous sommes ville et département, une collectivité particulière, tout l'accompagnement vers l'insertion des personnes qui sont au RSA. Et c'est d'ailleurs un travail extrêmement intéressant avec des vraies réussites d'insertion. Ce travail-là, c'est un travail que nous faisons en plus des obligations légales relatives au RSA. Il n'y a pas d'obstacle légal, mais par exemple, une partie des dépenses, de l'engagement, des moyens que nous prenons pourrait aussi, parce que considéré comme intéressant par l'État, faire l'objet d'un financement. Vous n'avez pas cité l'exemple le plus conflictuel qui vous pose problème avec l'État depuis des mois, c'est-à-dire que vous n'appliquez pas la loi qui impose à tous les agents publics d'être aux 35 heures hebdomadaires, puisque les agents de la ville de Paris sont toujours aux 32 heures. Comme dans d'autres villes de France, puisque dans d'autres villes de France aussi, et je me conformerai à la loi. Nous sommes actuellement devant le tribunal, et bien sûr, en tant que républicaine que je suis, je me conformerai à la loi. Ça devait être fait depuis le 1er janvier. Non, vous savez, vous avez le droit de contester une disposition légale et d'attendre que la loi vous donne son... Ça a été voté il y a plus de 2 ans. Oui, ça a été voté avec un délai d'application et il y a des recours qui ont été entrepris. Et d'ailleurs, peut-être sur ce point-là, puisque ça rejoint un sujet plus général de droit social, je pense que vraiment dans notre pays, ceux qui ont été en première ligne, les travailleurs des hôpitaux, les enseignants qui quand même ont assuré
pendant toute la crise Covid, les employés communaux qui ont été là, qui ont assuré les services publics, on peut essayer aussi de les remercier autrement qu'en leur retirant des droits. Et je suis pour que, vous savez, dans un système de droit, on puisse avoir la loi et des systèmes dérogatoires qui vont plus loin que la loi. Ça a été longtemps d'ailleurs, en matière de droit du travail, ce qu'on appelle là, on est sur le régalien. C'est des droits que vous leur avez accordés contre la loi. Autre sujet, sécurité. Oui, ils vont au-delà de la loi, pas contre la loi, mais au-delà de la loi. Enfin là, maintenant, contre. Oui. En matière de on attend que en matière de sécurité, quelle est votre feuille de route? J'ai lu votre programme qui est assez succinct sur les mesures de sécurité, de police et de prison. La présence des policiers sur le terrain sera renforcée grâce à des recrutements réalisés pour répondre aux besoins. Ils seront mieux répartis dans les quartiers. Pour les prisons, il nous faut incarcérer mieux et recourir davantage aux alternatives. Donc, est-ce que vous construisez ou non de nouvelles places de prison? Est-ce que vous augmentez les effectifs policiers ou pas? Oui, et dans quel calendrier, avec quel budget? J'augmente les effectifs de policiers, bien sûr, parce qu'on a besoin de remettre des policiers, des gendarmes sur le terrain, plus de 6 000 dans le mandat qui vient, et plus si on peut évidemment le soutenir budgétairement. Deuxièmement, pour moi, la feuille de route, elle est plutôt, et mon exemple en matière de sécurité, c'est le travail qu'a fait Bernard Cazeneuve lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il a effectivement renforcé les effectifs de police, qu'il a donné des moyens, qu'il a accompagné aussi. Il m'a accompagné dans la création de la police municipale pour avoir une police de proximité. Et il a aussi une police qui lutte contre l'incivilité, mais pas contre la délinquance. Oui, vous ne voulez pas que les polices municipales dans les villes luttent contre la délinquance? Je Paris pense est une exception. Les polices municipales, elles assurent la proximité, et la police nationale, elle assure notamment la lutte contre la drogue, la délinquance. Et d'ailleurs, tout ça, il vaut mieux que ce soit écrit et organisé de façon complémentaire. Ça n'est pas le cas dans la plupart des grandes villes. Non, c'est faux. La plupart des grandes villes sont plutôt sur ce modèle-là. Dans la plupart des grandes villes, les policiers municipaux sont armés et luttent contre la délinquance. On ne va pas se battre là-dessus, mais je vous le dis aussi, puisque je connais bien le sujet. Et par ailleurs, puisque vous me parlez de la police municipale, puisque vous me parlez, oui, par exemple, il y a Nice, il y a un certain nombre de villes qui ont une police municipale armée, mais pas toutes les grandes villes de France. Vous étiez longtemps opposé à la oui, mais je suis la femme de gauche, maire de Paris, qui a brisé un tabou, puisque mes prédécesseurs, qu'il s'agisse de Jacques Chirac ou de Bertrand Delanoë, étaient opposés à la création d'une police municipale. J'ai brisé ce tabou et je l'ai créé. Oui, mais c'est moi qui l'ai créé. Vous voyez comme quoi on peut changer d'avis quand on voit... C'est la loi qui vous l'a permis. Mais parce qu'il a fallu changer la loi. C'est moi qui l'ai demandé, cher Patrick Cohen. Au moins, reconnaissez-moi le fait que c'est moi qui ai porté cette proposition-là. Et par ailleurs, vous dire aussi, puisque j'ai pris exemple sur le travail exceptionnel qu'avait fait notamment Bernard Cazeneuve, qui avait renforcé aussi les moyens de surveillance sur la question du terrorisme. Il nous faut mettre le paquet aussi sur la lutte contre la drogue qui est en train de pourrir nos quartiers, à la fois dans la surveillance et le travail sur ces réseaux de crimes organisés, mais aussi très concrètement sur le terrain, dans les quartiers et dans les villages. Donc, vous savez, là aussi, pour moi, la question de la sécurité, c'est un droit essentiel. Et notamment pour les catégories les plus populaires qui aujourd'hui sont celles qui souffrent le plus de cela. Donc j'assume réellement, vraiment, depuis longtemps, le fait que la question de la sécurité doit être portée, et je la porte avec beaucoup de détermination et avec des moyens concrets. Laurent, les réactions des... Restez Patrick, les réactions des 200 Français. Oui, juste une toute petite question que nous avons posée, qui est très importante sur la Corse, pour savoir un peu l'état d'esprit des téléspectateurs, de nos 200 téléspectateurs de l'Assemblée. La Corse doit-elle aller vers plus d'autonomie? Oui, 39, indépendance 21, il ne faut rien changer 40. Donc plus d'autonomie, voire l'indépendance, on peut le résumer à 60%, à 6 téléspectateurs sur 10. Allez, j'ai fait un tout petit exercice quand même de vérification. 58% des policiers municipaux sont armés en France. C'est le cas, par exemple, dans la Seine-Saint-Denis, où la proportion est Mais donc, ce n'est pas une exception pour Paris. Pour les grandes villes, si.
Bien. 85% On ne mettra dans pas le paquet. d'accord. Merci Patrick On Cohen. en parlera après. On va accueillir à présent Francis Letellier. Anne Hidalgo, vous êtes maire de Paris. Ça, on l'a compris après Oui, l'interview ça, de Patrick c'est sûr. Cohen. Paris, Mais je suis c'est pas- candidate à la présidentielle. Alors, c'est ce que j'allais dire. Oui. Paris, c'est pas forcément la France. On a Non, pu entendre. c'est clair. Anne Hidalgo, elle connaît rien au-delà du périph'. Pour casser cette image-là, parler de votre relation au territoire, on accueille donc celui qui relaie au plus près les inquiétudes des Français sur France 3 depuis des années, qui va vous interroger, le présentateur, animateur de Dimanche en politique. Bonsoir. Qu'est-ce que vous alliez dire? J'allais dire Fabrice Letellier. Non, Francis non. Letellier. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Francis Letellier. Le jingle. Il y a un mois, Jérémy Brégy, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Non, mais probablement pas. Mais vous allez voir. Il vous cueillait à la sortie des studios de France 5, où vous veniez de faire une émission. Et lui, il s'occupe d'un blog pour les jeunes. Et il vous interrogeait dans la rue. C'est une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Oui, vraiment le pouvoir du citoyen. Et pour les jeunes, c'est très important. Voilà. Et puis votez pour moi au passage, hein, c'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Alors, quelle est la réalisation dont vous êtes fier à Paris que vous voudriez extrapoler sur toute la France? Alors, extrapoler, je ne sais pas, mais en tous les cas, la réalisation dont je suis la plus fière, c'est d'avoir en même temps porté vraiment une politique qui a changé la mobilité dans cette ville, qui était vraiment une ville très étouffée par la pollution et avec une pollution liée essentiellement au trafic automobile, dans une ville où on a des transports en commun et d'avoir fait baisser la pollution et dans le même temps et des vélos, mais d'avoir dans le même temps permis la gratuité des transports pour les jeunes, pour nos seniors. Ça tombe bien que vous parliez de ça. D'avoir aussi, pardon, parce que c'est le en même temps qui va bien, porter aussi une politique sociale, notamment en matière de logement pour les catégories populaires. Ça tombe très bien que vous parliez de ça, parce qu'on va parler de ça ce soir. Alors, il y a des choses, juste, pardon, si vous permettez, Hidalgo, il y a des choses que je ne peux pas extrapoler, puisque évidemment, la politique de déplacement conduite à Paris, elle ne peut pas se conduire en Corrèze. Parce que pour beaucoup Soyons très clairs. de Français, vous êtes la maire de Paris qui a généralisé les 30 km/h dans les rues de la capitale. Oui. Partout, hein, dans toutes les rues. Ça se fait en France, mais dans les centres-villes. Mais là, c'est dans toute la ville. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, que ce soit comme ça dans toutes les villes de France? Non, je souhaite que chaque maire décide dans sa ville de ce qu'il veut, parce que je suis très décentralisatrice. C'est une mesure adaptée à ma ville, adaptée à d'autres villes où des maires ont fait ce choix, à des villages aussi, hein, puisqu'on a beaucoup... Oui, mais là, c'est toute la capitale, voilà. parce que mais, ça concerne aussi les Français qui c'est viennent, une commune, visiter Paris, et qui se disent rouler à 30 km/h. C'est toute la commune, vous savez, la vitesse moyenne est de... C'est inhumain, vous dites. C'est inhumain de rouler à 30 km/h. Ça permet aussi de réduire les accidents, etc. Mais c'est à chaque maire d'en décider. Si la question c'est généralisé, non, c'est à chaque maire d'en décider. Vous entendez ce qu'ils disent, qu'on entend beaucoup chez beaucoup de gens qui ont des voitures à Paris, c'est inhumain. Vous-même, Léa Salamé, qui prenez moi, le métro. j'ai pas d'avis, je prends les transports. Moi, j'ai une voiture. Moi, je suis pour le métro Paris. Moi, je n'ai pas à me prononcer, mais vous entendez quand même cette critique qui dit 30 km/h. Est-ce que vous conduisez, vous, parfois? Je conduis. Non, mais en tous les cas, je suis beaucoup en voiture. Non, je conduis peu. Parce que celui qui vous surtout que ça vous colle à la peau, ces 30 km/h à Paris, en tant que candidate à la présidentielle. Ce qui me colle à la peau, c'est que je suis une écolo qui change les choses, qui réforme, oui, mais est-ce que c'est vraiment un argument en votre faveur? Écoutez, je pense que c'est vraiment un argument en ma faveur et je pense notamment à toutes ces jeunes générations, à toutes ces femmes qui utilisent pour l'essentiel les transports en commun, parce que c'est 2/3 des usagers des transports publics, qui m'ont toujours dit ne lâchez rien là-dessus. Vous ne lâcherez pas là-dessus. Et j'entends aussi beaucoup de gens, lorsque je vais partout en France, qui me disent mais nous, on adorerait avoir des transports en commun, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de desserte de train, il n'y a plus de possibilités. On adorerait, me disent-ils aussi, pouvoir rouler en voiture électrique, mais on n'a pas les moyens de l'acheter. Donc, dans mon programme, j'ai les solutions pour cela. Il y a aussi les gens qui roulent sur les autoroutes. Vous avez dit récemment, rouler à 130 km/h, c'est quand même beaucoup.
Vous n'avez pas dit qu'il fallait les réduire, Non. les vitesses. Est-ce qu'il faut les réduire? Non, je pense là aussi que c'est à chaque territoire de décider si... Oui, mais ça c'est une réponse un peu facile. Non, parce non, que- non, c'est Alors, vraiment, imaginons. je ne pense pas que le président de la République ait à se mêler de tout. Alors, Voilà. vous savez qu'il y en a un qui a fait ça, il s'appelle Édouard Philippe. Oui, je sais. Il a dit les départements pourront passer Oui. de 90 Et à d'ailleurs, 80 il est km. revenu dessus parce ça a que... coûté cher. Il est revenu dessus parce que je pense que la bonne solution, la bonne méthode, c'est de permettre justement aux collectivités, aux départements, aux régions de décider de cela. Et moi, je ne serai pas la présidente de la République J'ai qui bien se compris. Et substituera vous avez à vu tout le monde. que ça a donné quand même lieu à des choses Oui, absolument j'ai vu, bien ubuesques. sûr. Où on a vu que d'un département à un autre, à 1 kilomètre de différence, ça n'était sûr. pas la même limitation de vitesse. Mais vous savez, Ça n'a aujourd'hui, aucun sens. nos concitoyens, sur la question de la vitesse, ils ont surtout un problème qui est de remplir le réservoir d'essence. Et leur problème, c'est plutôt le prix de l'essence, je crois. La vitesse, c'est toujours un sujet. C'est un sujet aussi de sécurité routière, et c'est très important. Justement, c'est intéressant Mais ce que vous c'est dites. le sujet de l'essence. Mais là, c'est qui est- intéressant parce que Greenpeace Mhm. a dit pour consommer moins d'essence, il faudrait qu'on roule à 110 km/h sur les autoroutes. Est-ce que vous seriez prête à utiliser cette aubaine pour passer à 110 km/h en disant Pas ça comme permet une obligation, non, je le redis, c'est pas au président de la République de Oui, décider mais de vous venez- cela. Mais J'ai bien aujourd'hui, compris, mais ce vous venez que- de dire qu'il faut peut-être, pour Non, gagner du j'ai pouvoir pas dit d'achat, il faut. dépenser moins J'ai d'essence. dit le sujet des Français aujourd'hui, c'est de faire le plein d'essence. Et de même, beaucoup réduisent la vitesse, voire leur déplacement, parce qu'ils n'arrivent plus à faire le plein d'essence. Oui. Et donc, moi, je propose sur la question de l'essence de bloquer, notamment de baisser la TVA à 5,5 sur le prix de l'essence, et puis de bloquer pour une période qui sera la période nécessaire, notamment pendant cette montée des prix, mais aussi pendant cette guerre en Ukraine qui occasionne cette flambée des prix supplémentaires, pour passer cette situation exceptionnelle. Et donc le sujet aujourd'hui de nos concitoyens, c'est vraiment le pouvoir d'achat et comment ils Mais peuvent réduire se la vitesse déplacer. pour consommer moins, ça peut pas être un sujet dans le contexte actuel. C'est sûrement un sujet, mais je ne le traiterai pas sous forme d'obligation. Elle ne rentre pas dans votre piège, Francis. Francis, vous avez des questions également qui, J'ai des questions. oui, C'est des qui questions, mais je concernent- vous réponds très clairement. Tout à fait, tout à fait. qui concernent les loyers, puisque vous avez encadré les loyers à Paris. Oui. Votre question. Absolument, parce que ces dernières années, des villes autres que Paris, qui ont vu d'ailleurs arriver des Parisiens, Montpellier, Lille, Nantes, pour donner quelques-unes, ont vu arriver des nouveaux habitants. Et le corollaire, c'est que les loyers ont explosé dans ces villes-là, si bien que... L'immobilier surtout, Oui, l'immobilier. de façon générale. L'immobilier de façon générale. Certains même disent qu'il faut arrêter ce phénomène de parisianisation, ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'exporter Paris ailleurs en France. Pour faire baisser les prix, est-ce qu'il faut construire plus ? Oui, il faut d'abord construire plus, et ça dans mon projet, et construire du logement à des prix abordables. Vous savez qu'il y a eu un effondrement de la construction ces 5 dernières années, de toute la construction, et y compris de celle du logement social. Moi, je propose la construction de 150 000 logements par an, dont 60 000 très sociaux, c'est-à-dire reprendre le chemin de la construction, parce qu'on a besoin, et c'est un sujet majeur, vous savez que le prix du logement dans le revenu des ménages est passé de 12% il y a 30 ans à 30, à 40 ou 50%. J'ai des propositions, si je peux Allez-y. évoquer quand même certaines Oui, des allez-y, propositions allez-y. de mon projet. D'abord, construire et assumer la construction de logements sociaux, encadrer les loyers dans les zones tendues, dans les villes qui souhaitent cet encadrement des Petite loyers parenthèse là-dessus sur parce que encadrer. ça marche. Petite parenthèse Oui. sur encadrer. Ça Parce marche. qu'encadrer, ça ne Oui. veut pas dire que ça n'augmente pas. Non, c'est vrai. Est-ce mais qu'il ne faudrait ça- pas à un moment bloquer ? Moi, je pense que l'encadrement des loyers avec ce qu'on est en train de voir, il y a quelques villes, Lille, Paris notamment, qui ont mis en place cet encadrement des loyers, on s'est battu dessus. C'est une mesure qui intervient directement sur le marché de l'immobilier et qui est assez intéressante. J'ai une autre proposition encore, qui est de créer une aide au logement spécifique, complémentaire, pour les ménages qui n'auraient pas trouvé un logement soit un logement social, soit un logement à un prix Modéré qui ou soit normal. modéré ou normal, mais tous ceux qui paieraient plus de 30% de leurs revenus en loyer se verraient attribuer une aide complémentaire. Ce C'est serait que une j'appelle- APL plus, quoi. Voilà, c'est une APL+, qui est un bouclier logement que je propose parce que la question du logement est un élément majeur Oui, avec mais- l'énergie et l'essence du pouvoir Francis, d'achat des justement, ménages Anne français. Hidalgo, La Fondation Abbé Pierre a publié une étude récemment Oui. qui a été relayée par nos confrères de France Info ce matin, qui montre
que quand on construit des logements dans une ville, il y a des gens qui achètent plusieurs logements, Oui. des dizaines parfois de logements, et qui spéculent là-dessus. Bien sûr. Et ils les louent à des gens qui ont des aides au logement. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que l'État favorise cette spéculation. Il n'y a pas quelque chose là à régler quand Bien même. sûr, moi je Comment? pense que le marché de l'immobilier doit être beaucoup plus régulé. C'est-à-dire, Bah, est-ce qu'il faut d'abord, limiter l'encadrement des loyers. Vous savez aussi que je me suis battue et on a obtenu avec d'autres grandes villes européennes des décisions au niveau européen pour notamment empêcher, par exemple, des logiques type Airbnb d'acheter des logements pour les revendre, enfin les louer très très cher, faisant monter les prix. On a vu dans certains quartiers, il y a des villes pour qui Airbnb est plutôt quelque chose de quittons positif. Airbnb. Est-ce qu'il faut limiter, par exemple, dans certains ensembles de construction, est-ce qu'il faut regarder qui achète quoi pour éviter justement que des gens se fassent de la spéculation, du fric sur le dos? Il faut vraiment tout faire pour limiter la spéculation. Mais comment Alors comment? Par exemple, nous avons inventé, et ça existe dans plusieurs villes, et ça je souhaiterais le développer, un système qui permet d'acheter des logements, d'acheter son logement, donc d'être dans l'accession à la propriété, mais la propriété foncière, le foncier reste propriété de la commune, et les particuliers achètent ce que l'on appelle les murs, mais qui constituent un vrai achat pour eux. C'est une façon aussi de limiter la spéculation sur le foncier que de pouvoir procéder à ce type d'encadrement aussi, et qui permet aussi d'encadrer la spéculation lorsqu'il y a une revente. Il y a ça aussi. Toute dernière question en guise de clin d'œil. Vous n'êtes pas la première maire de Paris à être candidate à la présidentielle. Il y avait Jacques Chirac, vous vous souvenez? J'ai un exemple célèbre. Chirac, élu, réélu, il arrivait toujours en tête de la présidentielle dans sa ville. C'est ce que vous souhaitez aussi? Je le souhaite, mais c'est aux électeurs de... Vous regarderez le score à Paris. Oui, bien sûr, mais je regarderai tous les scores. Et bien vous espérez arriver en tête à Paris? Je l'espère. Et puis, voilà, de toute façon, vous savez, je compte continuer ma vie politique. Ah ça, vous resterez maire de Paris, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Oui. Merci Anne Hidalgo. Laurent? Pour évaluer le degré d'attachement des téléspectateurs à la voiture. Alors, on a bien compris, vous décentralisez, vous ne prenez pas de mesures qui s'appliquent à tout le monde. Mais on a quand même demandé à nos téléspectateurs s'ils étaient favorables ou pas à ce que les voitures particulières disparaissent hors résidents des centres-villes. Eh bien, ils sont plutôt opposés à cette mesure. Oui, voilà, c'est pas mal quand même. Il y a quand même 6 sur 10 qui sont... Il y a quand même une grande majorité qui aime Il y a sa quand même une voiture. majorité qui ne veut pas voir disparaître les voitures, même des non-résidents dans les centres-villes. Il y a un attachement des Français à la voiture, c'est du confort, et parfois c'est le seul moyen de se déplacer. Je propose d'ailleurs aussi un leasing social pour pouvoir passer du véhicule thermique au véhicule électrique à un prix qui soit équivalent à celui du véhicule thermique. Je propose aussi des aides pour acheter des véhicules électriques ou des véhicules hydrogène. Non, parce que je crois que le programme. Non, mais c'était concret. Quand même, voilà. Très bien. Merci, c'était concret. Merci Francis. Léa, je vous emmène en voiture après. Si vous voulez. Et puis la même question que nous posons à propos de tous les candidats, suite à votre prestation ce soir, est-ce que votre image s'est améliorée, dégradée, ou est-ce qu'elle est inchangée? Les meilleures pour 25%, moins bonnes pour un tiers des téléspectateurs et inchangée pour 42%. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir accepté de répondre à nos questions.